Alors, 15 juin, on ne pensait pas avoir tant de gens que ça un 15 juillet, mais on voit que ça travaille fort jusqu'aux vacances de juillet quasiment. Donc, merci d'être tous venus. Ce matin, on a un invité spécial parce qu'on le connaît bien. Et puis, il fait beaucoup de choses présentement loin d'ici, mais il est en même temps proche, là, vous allez voir ça. Je vais quand même le présenter parce que John, bon, c'est un bon collègue, ça a tout le temps été un ami, puis c'est presque un membre là, de la chaire du Canada, un membre régulier, même à distance. John a un parcours très, très non linéaire. C'est pas le bonhomme qui s'est ancré quelque part, qui a fait ses études, puis qui après ça est devenu professeur au même endroit. Il a touché à beaucoup de choses aussi. Et c'est un ancien de la faculté. Il a fait son baccalauréat en génie forestier ici dans les années 80. Et puis il a complété ça avec une maîtrise sur les plantes actinorhiziennes fixatrices d'azote. Puis il faut savoir qu'à l'époque, c'était très populaire parce qu'il y avait des projets de biomasse forestière puis tout ça. Il y avait aussi une crise du pétrole, hein, si vous vous souvenez, dans les années 70-80. Donc, c'était beaucoup à la mode et il avait fait ça avec Maurice Lalonde. Et par la suite, il avait fait un stop au niveau des études, puis il était devenu donc chercheur au ministère des Forêts, ça s'appelait comme ça à l'époque, le ministère des Forêts du Québec, pour développer un programme d'amélioration sur les feuilles nobles. Donc, il avait entre autres travaillé sur les bouleaux, qui étaient des cousins non actinorhiziens de l'aune. Et donc, il avait travaillé assez fort là-dessus pendant un certain nombre d'années. Pour par la suite, vers le milieu des années 90, se diriger vers la North Carolina State University pour faire un doctorat avec Ron Sederoff sur la génétique moléculaire des propriétés du bois, de la lignine en particulier. Et donc, suite à son doctorat, qui je pense qu'il a terminé vers 97 là, dans ce coin-là, il s'est ramassé à Atlanta Pulp and Paper Research Institute, a donc développé un programme de recherche sur la qualité du bois, puis les aspects génétiques reliés à ça, puis d'amélioration. Il faut savoir, dans ce coin-là, il y a des coopératives de recherche avec l'industrie qui sont très actives sur les pins du Sud. Donc, John est un peu impliqué dans cette mouvance-là, là, si on veut. Donc, fin des années 90, il était aux États-Unis et en 2001, on a démarré ici à l'Université la chaire de recherche du Canada en génomique forestière. Et là, on lui a fait une offre de revenir au Canada, de la fuite des cerveaux inverse, là, si on veut, ramener les talents au Canada. Et John a accepté à l'époque, donc, de revenir au Canada, ici à l'Université Laval, à la faculté, avec plein d'autres partenaires qui sont dans la salle, pour aussi développer des grands projets de génomique, dont les projets Arborea, Smart Forest, je nommerai pas toutes. Mais donc, pendant 10-12 ans, là, donc, on a développé ces grands projets-là. Et vers 2015, l'appel lointain est venu le rechercher et donc il s'est ramassé à l'université d'Oxford en Angleterre. Et pour donc là-bas, dans le Department of Plant Science, il n'y avait pas de composante là, de génomique en foresterie. Et donc, son mandat, c'était vraiment de développer donc une chaire de recherche autour des aspects de génomique forestière, biodiversité. Donc, il va vous en parler aujourd'hui dans sa présentation. Donc, vraiment un parcours pour moi qui témoigne vraiment des horizons très ouverts de John en termes de recherche, des différents aspects qu'il a couverts pendant sa recherche et qu'il continue de couvrir à lointaine distance. Mais par ailleurs, il est très intimement associé au projet Spruce Forest comme membre associé. Spruce Up,
qui est un projet de génomique là, qui a été développé au Canada avec UBC ici à l'Université Laval. Et donc, il va nous parler aussi de la composante de ses recherches qu'il fait là-bas et qui est associée au projet Spruce Up en termes de se mettre ensemble pour développer certains aspects en commun et des économies d'échelle et d'avoir une meilleure force de frappe au niveau international des épinettes. Donc, le titre de sa présentation est en anglais, mais il va nous faire une présentation en français. Donc, son titre, c'est Développement de la génomique forestière à Oxford. Des aspects d'amélioration jusqu'à la conservation des espèces en danger. Et il n'y a pas juste des conifères là-dedans, là, si je comprends bien. Donc, John, on a le temps. Je ne t'ai pas pris de temps, donc prends tout le temps qu'il te faut et je te laisse la parole. OK, merci beaucoup. Est-ce que ça... Non, je pense que OK. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, c'est beau. Alors, merci, Jean, pour la présentation. Comme Jean l'a mentionné, ma présentation va être en français. Mes diapositives sont en anglais. Je voulais juste rajouter un petit détail. Peut-être que je ne devrais pas dire ça sur YouTube. Là, ça va être filmé puis présenté sur YouTube. Mais quand je suis revenu à l'invitation de Jean puis du doyen Brière à l'époque, je suis revenu ici à l'Université Laval. J'ai commencé à travailler le 10 septembre 2001. Le lendemain, j'étais très content d'être au Canada et non pas aux États-Unis parce que c'était le 11 septembre, là, les tours qui s'effondraient. Donc, j'étais vraiment, vraiment content d'être revenu. Ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui dans ma présentation, c'est de vous parler de projets en développement. Donc, un projet dont je vais parler principalement sur la sélection génomique chez l'épinette, mais aussi parler un petit peu du travail qu'on démarre en conservation génétique d'un groupe d'espèces qui se trouve plutôt dans les tropiques. En anglais, on parle de rosewood. J'ai cherché rapidement ce matin et pour le français, j'ai trouvé soit bois de rose ou palissandre. Je pense que ça va être plutôt léger. Je ne présenterai pas de technologie très détaillée ou d'analyse super sophistiquée. Je vais surtout mettre l'emphase sur les objectifs et la direction des projets de recherche. Ce que je veux peut-être mentionner, si vous avez des questions ou des intérêts sur d'autres sujets de recherche sur lesquels je suis impliqué, par exemple, on a eu plusieurs publications récentes sur la résistance naturelle de l'épinette blanche contre la tordeuse des bourgeons d'épinette. J'aurais pu faire une présentation sur cette thématique-là aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais commencer par vous parler d'un projet sur l'épinette de Sitka qui s'appelle Sitka Spruced. Donc, le nom du projet est un petit peu dans la même mouvance que le projet Spruce Up. Parce qu'en anglais, spruce ou spruce up ou spruced peut vouloir dire d'une certaine façon renouveler, améliorer. Donc, c'est un petit peu un jeu de mots qu'on a utilisé là-dessus. Et la photo que vous voyez ici est juste à côté d'un des sites sur lesquels on a travaillé l'été dernier. Donc, c'est au Pays de Galles et on a eu droit à des magnifiques paysages sur le flanc d'une colline. Donc, les buts du projet, comme je le mentionnais, c'est de développer la sélection génomique ou parfois on parle aussi de prédiction, genomic prediction, genomic selection. C'est deux termes qui sont pas exactement identiques, mais qui sont souvent utilisés dans ce contexte-là. Le but, c'est vraiment d'avoir des outils pour accélérer l'amélioration génétique. Ce qu'on vise dans notre projet, c'est des traits de productivité et aussi on s'intéresse à la résistance contre le charançon, donc un insecte ravageur. Et la sélection génomique
l'équipe de Jean ici à Laval, en collaboration avec l'équipe Smart Forest, et ça continue dans Spruce Up, a déjà démontré le potentiel très, très significatif de cette approche, mais il reste encore des connaissances à développer, des méthodes à améliorer pour permettre son déploiement de façon efficace pour l'amélioration génétique. Donc, c'est le but du projet de développer ces connaissances et ces méthodes. Les partenaires, donc, il y a moi à Oxford, il y a John Williams à l'Université d'Édimbourg, Forest Research, 3 collègues, Steve Lee qui prend sa retraite, Paul McLean et Joan Cottrell, en collaboration avec l'équipe de Jean et l'équipe de UBC dans le projet Spruce Up. Et le financement vient d'un conseil de recherche britannique, donc le BBSRC, et une partie du financement vient de 5 partenaires industriels, dont je vais revenir là-dessus plus tard dans ma présentation. Donc, je voulais juste mentionner qu'on a un site web qui est en place. Donc, si vous voulez le consulter, avoir un peu un aperçu du projet, le site est toujours en développement, évidemment, mais il est déjà fonctionnel. Donc, c'est un financement de 3 ans pour ce projet. Étant donné que pour moi, arriver au Royaume-Uni dans les dernières années, souvent les gens m'ont demandé, mais au Royaume-Uni, est-ce qu'il y a de la foresterie? Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Donc, je voulais commencer par donner un peu de contexte là-dessus. Évidemment que la foresterie au Royaume-Uni, ce n'est pas la foresterie au Canada. Et qu'en étant à Oxford, on a une vision différente. C'est-à-dire qu'on va plutôt s'intéresser à la foresterie dans une perspective globale. Présentement, à Oxford, j'ai plusieurs collègues qui s'intéressent aux forêts pour l'écologie, la biologie. Puis, je suis un des seuls qui ne travaille pas uniquement en milieu tropical. Donc, l'emphase, c'est vraiment plus la planète entière plutôt que l'industrie. Moi, je suis un des seuls qui développe un projet qui se fait avec l'industrie. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que quand on fait de la foresterie au Royaume-Uni, on a toujours des petits compagnons qui nous suivent partout, dans les chemins forestiers, près des sites. On est toujours entouré de moutons. Donc ça, c'est un soir, quand je quittais le site, il a fallu que je négocie un petit passage avec les moutons à proximité. Donc, le contexte historique, c'est que le Royaume-Uni, c'est le pays le moins boisé d'Europe, avec l'Irlande. Et si on regarde historiquement, donc sur un horizon très long, jusqu'à l'an 1000, on voit que le couvert forestier est bas depuis très longtemps. Et déjà au XVIIe siècle, on était à l'ordre de grandeur de 8% de couvert forestier pour le Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment très, très bas. Et ça a continué à descendre. Et dans cette période ici, donc les années 1600, 1700, 1800, le Royaume-Uni avait vraiment épuisé sa ressource. Les Anglais ont clairé l'Irlande. L'Irlande était à peu près au même niveau à cette époque-là et se sont attaqués aux colonies. On sait, le Canada, les colonies africaines, les colonies d'Asie sont devenues le panier à bois du Royaume-Uni. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, il y a un revirement assez significatif qui s'est opéré. Et face à ce très niveau de boisement, on parle de 5%, le gouvernement s'est mis à planter des arbres. Planter, surtout des résineux, presque exclusivement des résineux et majoritairement des espèces exotiques. Et ça s'est poursuivi jusqu'à plus récemment où on atteint à peu près 13%. Même à 13%, le Royaume-Uni, l'Irlande, qui est aussi à 12-13%, sont les pays les moins boisés d'Europe. La moyenne pour l'Europe, c'est 30%. Donc, on est encore loin derrière, mais cette augmentation a créé
un regain de la foresterie avec des opportunités qui s'en suivent. Donc, je veux élaborer un peu sur cette situation. Donc, la forêt de conifères se trouve où? Elle se trouve majoritairement en Écosse, comme vous pouvez le voir. C'est la plus grande partie de la tarte. Un peu en Angleterre, mais c'est plus dispersé, un peu dans le nord, certaines portions dans le sud-ouest, et puis au Pays de Galles. En fait, c'est au Pays de Galles et en Écosse qu'on retrouve vraiment la foresterie intensive. Les espèces, donc l'épinette de Sitka, qui domine à environ 50% des forêts et plus que 50% en termes de reboisement aujourd'hui. Le pin sylvestre, donc la seule espèce indigène qui est reboisée de façon significative. Les mélèzes représentent une bonne tranche du gâteau, mais le reboisement du mélèze est très grandement diminué à cause de problèmes de maladies. Le pin contorta, d'autres conifères comme le sapin Douglas, le cèdre rouge de l'Ouest sont en gain de croissance. Donc, une emphase sur les conifères, une emphase sur les espèces exotiques. L'épinette de Sitka, comme plusieurs le savent probablement, est une espèce de la côte ouest du nord de l'Amérique du Nord, très présente en Colombie-Britannique, donc introduite au Royaume-Uni à l'époque victorienne. Donc, j'aimerais dresser un peu le portrait en termes de l'industrie actuelle. Donc, on voit la production de matières ligneuses conifériennes, ce qui était anticipé et l'actuel au cours des 30 dernières années, 30-40 dernières années. On voit une augmentation continuelle de cette ressource ligneuse. On voit aussi une augmentation de la production industrielle, surtout au niveau des scieries. Donc la ligne bleue ici. En termes de bois pour la production d'énergie aussi, c'est quand même assez significatif. La ligne verte qui est assez stable, c'est d'autres applications comme le bois pour le paysagement, la fabrication de clôtures, et différents produits de ce type. Donc, une augmentation de l'industrie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré cette augmentation, le Royaume-Uni est un très, très gros importateur de bois, surtout de bois scié pour la construction. Donc, on peut voir ici que environ 40% du bois consommé vient de la production domestique, alors que la majorité, 60% environ, vient de l'importation. On voit ici une diminution à cause de la crise économique mondiale. Le marché de la construction a chuté, mais aujourd'hui, en 2018, on est revenu à peu près au même niveau et puis la proportion est toujours environ 60-40. Donc, il y a une demande très forte pour le bois et un marché domestique qui est en croissance, mais qui rencontre vraiment pas du tout la demande encore. Le Royaume-Uni est le deuxième plus gros importateur de bois au monde après la Chine. Le Canada est le plus gros exportateur. La plupart du bois vient de l'Europe, du Nord, de la Russie, et c'est vraiment l'importation du bois de construction qui est le facteur dominant dans le marché. Voici un peu aussi une vision sur le plus long terme des projections de qu'est-ce qui est attendu en termes de production, donc une augmentation qu'on a vue dans les 30-40 dernières années, avec un plateau et une prévision de baisse parce qu'il y a eu un ralentissement au niveau des reboisements. Donc présentement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour contrer l'impact de cette baisse prévue et de relancer les programmes de plantation et de restockage après coupe. Donc, si on focalise précisément sur l'épinette de Sitka,
on a une plantation annuelle d'environ 40 millions de plants par année. Donc, c'est quand même significatif. C'est de loin l'espèce la plus plantée. Environ 90% du matériel planté est issu de programmes d'amélioration génétique. Il y a environ 20% du matériel qui est produit par bouturage et il y a des programmes d'embryogenèse somatique qui sont en développement par des pépinières privées. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui est intéressant à mon sens, c'est que les plants améliorés se vendent plus cher que les plants non améliorés. Donc, pour un pépiniériste, il y a avantage à obtenir de la semence améliorée et il y a des pépinières et une compagnie semencière qui ont leur propre verger à graines, qui font leur propre croisement dirigé aussi, donc qui s'impliquent dans l'amélioration génétique et dans le déploiement du matériel amélioré. On estime que l'amélioration génétique a accru la productivité d'environ 19 à 26 % selon différentes études, mais ça a pris 40 ans pour atteindre ce niveau d'amélioration. Donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est d'accélérer le processus d'amélioration génétique. L'autre enjeu, c'est de raccourcir le temps de révolution, qui est présentement autour de 40 ans pour l'épinette de Sitka. On vise à le diminuer environ à 30 ans. Et raccourcir la révolution entraîne des enjeux en termes de qualité du bois. Donc, non seulement il faut accroître la productivité, mais aussi il faut travailler à maintenir ou même améliorer la qualité du bois juvénile. Et il y a des nouveaux défis, comme par exemple les changements climatiques et certains insectes ravageurs. Au niveau des changements climatiques, vous seriez peut-être surpris de savoir que l'Est de l'Écosse et de l'Angleterre reçoivent 50% de la précipitation annuelle de Québec. Donc, c'est un pays qui est très humide dans l'Ouest, avec environ 200 cm de pluie annuellement, et à l'Est, relativement sec, avec environ 60 cm de précipitation annuelle. Donc, déjà, il y a des enjeux au niveau de la précipitation, mais avec le réchauffement climatique, ça devient encore plus important de maîtriser l'adaptation aux conditions climatiques. Donc, l'idée de la sélection génomique, telle qu'on veut la développer, c'est de permettre de raccourcir le cycle d'amélioration génétique tel que représenté ici. Le cycle typique d'amélioration génétique peut prendre environ 30 ans pour un conifère dans des conditions de forêt tempérée ou nordique. Et avec la sélection génomique, l'idée, c'est de raccourcir ce cycle à environ 11 ans. Donc, dans un cycle d'amélioration génétique, il y a 3 phases. On va produire des croisements, on va évaluer les arbres obtenus du croisement et ensuite, on va pouvoir propager le matériel pour produire des semences ou des boutures destinées au reboisement. C'est la période d'évaluation qui est très longue. Ça implique généralement des tests de descendance, des évaluations au champ et ça prend facilement 15 à 20 ans pour de l'épinette. Avec la sélection génomique, le principe, c'est qu'on évalue le potentiel des individus à l'intérieur des familles d'après leur constitution génétique, donc d'après des marqueurs d'ADN. Et c'est ce qui permet de raccourcir le temps de sélection et raccourcir la durée d'un cycle d'amélioration. Donc, si on prend cette représentation, évidemment, c'est une simplification, mais si on prend cette représentation, on pourrait imaginer faire jusqu'à 3 cycles d'amélioration dans le temps qu'on prend présentement pour faire un cycle. Donc, c'est ça l'objectif. Le potentiel de la sélection génomique a été discuté depuis plusieurs années. Ici, je prends une figure d'un article de revue publié en 2012 où
on présente un schéma d'amélioration génétique pour un conifère et on suggère comme à différents endroits dans le cycle où la sélection génomique pourrait avoir un rôle pour la sélection et les croisements et l'amélioration. Donc, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, c'est une idée qui est proposée depuis plusieurs années déjà, mais il reste à vraiment réaliser ce potentiel et c'est l'objectif de notre projet, c'est l'objectif de Spruce Up aussi. Donc, les objectifs du projet. Premièrement, développer une plateforme qui va nous permettre de faire les analyses génétiques nécessaires à la mise en place de la sélection génomique. Deuxièmement, développer cette plateforme de sélection génomique ou de génomique prédictive pour améliorer les rendements et réduire la durée des révolutions pour la production de l'épinette de Sitka. Et troisièmement, développer un volet de recherche sur la résistance aux insectes. Et là, on s'intéresse à la sélection, mais on s'intéresse aussi à gérer la diversité génétique naturelle pour ce qui est des mécanismes de résistance aux insectes. On a aussi des objectifs de partenariat, donc un qui est de travailler avec nos partenaires industriels du secteur forestier et le deuxième qui est de développer la collaboration avec le projet Spruce Up. Donc aujourd'hui, je vais parler des trois objectifs. Je vais parler très brièvement de nos partenaires industriels. Et vous allez voir, pour ceux qui sont familiers avec le projet Spruce Up, que plusieurs des points dont je vais parler sont très étroitement alignés avec le travail qui se fait dans Spruce Up. Donc, le premier objectif qui est autour du développement d'une plateforme pour analyser la diversité génétique, ce dont je veux parler ici, c'est l'objectif, le résultat final qu'on vise. Et le résultat final visé ici, c'est de développer une carte génétique ou génomique pour les conifères. Donc, je vais expliquer en quelques étapes comment on va y arriver, mais pourquoi? Quelle est la raison de cet objectif? C'est que pour développer la génomique prédictive, pour développer la sélection génomique, on a besoin d'améliorer nos ressources génétiques. Et un des grands problèmes avec les génomes de conifères, c'est leur très, très grande taille, ce qui fait que l'assemblage du génome est hyper fragmenté. Et en construisant des cartes génétiques, on arrive à développer une connaissance de la structure du génome qu'on n'a pas par le séquençage. Donc, c'est ça l'objectif ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la cartographie génétique, je représente ici une petite portion d'un chromosome avec quelques gènes. Les petits rectangles noirs représentent des gènes qui sont situés le long de cette portion du chromosome. Donc, nous allons développer une carte génétique pour l'épinette de Sitka qui va couvrir l'ensemble des 12 chromosomes. Mais ici, on focalise sur une petite portion d'un chromosome. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner cette information avec la carte génétique qui a déjà été développée ici à Québec pour l'épinette blanche. Ces deux espèces, ce sont deux épinettes et génétiquement sont relativement apparentées. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de collinéarité entre les génomes. C'est-à-dire que l'organisation, la macro- et la micro-organisation de leurs chromosomes soit très semblable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en comparant la carte génétique de l'épinette de Sitka et la carte génétique de l'épinette blanche? C'est de développer une carte génétique commune pour les épinettes. Donc ici, on peut, en analysant les séquences du gène représenté ici et le gène représenté ici, déterminer si ce sont les gènes correspondants
entre les deux espèces. Et si c'est le cas, on peut positionner le gène sur une carte consensus entre les espèces parce qu'on a des gènes ou des loci qui permettent de créer, d'avoir un ancre entre les deux cartes génétiques et on peut faire ça à plusieurs endroits le long de la carte génétique. Donc, à chacun de ces endroits, on a un gène qui est potentiellement le même gène chez les deux espèces. Mais en plus, on a des gènes qu'on a cartographiés chez une espèce et pas l'autre espèce et vice-versa. On peut aussi les positionner sur notre carte consensus de façon à obtenir une carte légèrement enrichie qui représente plus de gènes que ce que l'on retrouve dans chacune des cartes individuelles. On peut aller plus loin dans l'exercice et commencer à intégrer les séquences obtenues du séquençage des génomes qui a déjà été réalisé pour l'épinette blanche, qui est en cours pour l'épinette de Sitka. Et ce séquençage, parfois, va nous donner des fragments de génome qui contiennent un ou deux ou plusieurs gènes, mais majoritairement, c'est un ou parfois deux gènes. Et ça nous permet de rajouter de l'information basée sur cette séquence et venir placer des gènes additionnels sur notre carte génétique à partir de des connaissances des séquences et des fragments du génome séquencé. Ultimement, on peut aller plus loin et intégrer les cartes génétiques et des séquences génomiques venant d'autres espèces comme les pins qui ont aussi été séquencées. Et donc, au final, on a une carte, appelons-la virtuelle, pour les pinacées, donc la famille des pins qui contient quelques centaines d'espèces. Et on commence à développer une ressource qui nous donne la structure du génome, une structure qui peut être relativement conservée chez les conifères. Et évidemment, ce faisant, on peut aussi identifier des différences, des variations, et on peut cumuler cette information pour différents besoins. Évidemment aussi, lorsqu'on a une carte virtuelle comme ça, pour chacun des gènes qui est placé sur la carte génétique, on peut avoir de l'information sur les polymorphismes génétiques à l'intérieur du gène, de l'information sur la fonction prédite du gène, la protéine codée par le gène, et différents autres types d'informations, la présence de transcrits, les connaissances sur l'expression des gènes. Donc, on peut développer une ressource de plus en plus riche. Maintenant, je pense que par le passé, on a souvent parlé de ce type de ressources et parfois on s'est enfargé un peu dans la présentation visuelle d'une ressource. Et ça, c'est un gros défi en soi. Pour moi, ce qui est important, c'est de savoir intégrer l'information de façon intelligente et cohérente, de la regrouper dans des bases de données plutôt que dans des outils de présentation. Et parce que les bases de données permettent de faire des analyses, les outils de présentation permettent de visualiser, mais ce n'est pas si utile au final. Donc, c'est un peu la direction qu'on prend pour ce premier objectif. Et ce qu'on espère, c'est qu'en ayant ce type d'outils, on va faciliter des développements futurs pour la sélection génomique pour l'épinette de Sitka, mais pas seulement pour cette espèce, pour les autres épinettes et d'autres conifères qui sont apparentés, donc par exemple des pins. Le deuxième volet du projet, c'est le développement des méthodes de sélection génomique comme telles. Donc ici, on s'intéresse à des arbres qui sont dans des plantations expérimentales, qui comparent différentes familles qui sont sous étude depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un des sites qu'on a étudié qui est situé au Pays de Galles. Donc, on s'intéresse au bois, aux tiges, on prélève des échantillons pour extraire l'ADN et on prélève des échantillons aussi pour étudier
différents caractères qui sont importants pour la résistance aux insectes. Donc, en termes de concept, je reprends ici quelques diapositives qui ont été développées dans le cadre des projets Smart Forest et Arborea. Qu'est-ce que c'est la sélection génomique ou la prédiction génomique? C'est une méthode où on veut évaluer la valeur en croisement, le breeding value, sans faire l'évaluation des arbres au champ. Donc, la méthode conventionnelle s'appuie sur une évaluation des arbres au champ. Ce qu'on fait, c'est qu'on établit un test, un peu comme celui-ci, avec des arbres de plusieurs familles. On mesure leurs caractéristiques après un certain nombre d'années au champ et par des méthodes de génétique quantitative, donc des analyses purement statistiques, on peut déterminer la valeur en croisement des individus dans ce test. Avec la sélection génomique, on a une démarche un petit peu différente. Pour développer les modèles, on a besoin d'évaluer des arbres au champ et on va aussi évaluer les marqueurs d'ADN pour chacun de ces arbres. On va développer des modèles prédictifs de la valeur en croisement, donc on appelle Genomic Assisted Breeding Value, donc une valeur au croisement qui est estimée d'après leur composition génomique. On va valider ce modèle en comparant les résultats de cette prédiction d'après le modèle et les résultats d'une évaluation de la valeur au croisement d'après des caractères qu'on va mesurer au champ. Et ça va nous donner une précision de ces modèles. Accuracy en français, est-ce que c'est précision? Oui. Donc, dans le cadre du travail qui a été fait dans Smart Forest et Arborea, on a publié une étude, donc Jean Beaulieu était le premier auteur en 2014, qui montre que la prédiction génomique peut être presque aussi précise, donc donner une efficacité de prédiction qui est presque aussi bonne que la méthode traditionnelle. Donc, vous pourriez vous dire, ah, c'est presque aussi bon, pourquoi on utiliserait une méthode qui est presque aussi bonne? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la prédiction génomique va être possible sans faire l'évaluation au champ. Donc, au lieu de prendre 20 ans, on prend 1 an. Et c'est là l'avantage. Donc, une méthode un petit peu moins précise, mais beaucoup, beaucoup plus rapide. Et c'est de là que vient le gain. Ça permet d'accélérer le programme d'amélioration génétique en ayant presque une précision presque aussi bonne. Donc, ce qu'on fait, nous, dans notre projet, avec l'épinette de Sitka, on a 3 objectifs. Évidemment, il faut mesurer différentes caractéristiques. Il faut déterminer les marqueurs d'ADN. Je ne rentrerai pas dans les détails sur les marqueurs d'ADN, mais ensuite, on a 3 objectifs. Premièrement, développer des modèles de prédiction génomique et évaluer leur précision. Deuxièmement, développer des modèles qui nous permettraient de faire la sélection multitrait. Donc, pouvoir faire la sélection pour la productivité, les caractéristiques du bois et la résistance aux insectes en même temps. Donc, évaluer avoir une approche plus optimale de la sélection sur plusieurs caractères en même temps. Et troisièmement, utiliser nos cartes génétiques pour faire ce qu'on appelle de l'imputation génétique, c'est-à-dire que à l'avenir, on pense utiliser des méthodes de génotypage qui vont être basées sur le séquençage. Par exemple, genotyping by sequencing, c'est la méthode dont on entend parler, qui vont souvent nous donner des données manquantes. Mais avec la carte génétique, on va pouvoir imputer les données manquantes et cette capacité d'imputer des données manquantes va nous permettre d'avoir recours à des méthodes de génotypage qui permettent un très haut débit à moindre coût. Donc, ce sont nos 3 objectifs. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous présenter les arbres et les échantillons qu'on a pris.
Donc ça, c'est un des 2 tests de descendance dans lequel on a échantillonné les arbres. Chaque arbre est identifié. Donc ça, c'est un arbre échantillon. Chaque arbre est identifié avec un numéro. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une éclaircie. On a enlevé tous les arbres qui n'étaient pas échantillonnés. Et ensuite, on a fait une analyse très poussée de chacun des arbres. Donc, on a analysé 600 arbres ici au Pays de Galles et 600 arbres de la même façon dans un autre site en Écosse. Chaque arbre a été abattu et analysé en détail pour déterminer son défilement, pour déterminer la rectitude du fût, pour déterminer le taux de croissance en hauteur année par année, en mesurant la distance entre les verticilles, les diamètres, et en prélevant des billes près du pied et un peu plus haut des échantillons de bois, en sciant chacune de ces billes pour faire des tests sur le bois. Donc, ça a été 6 semaines de travail pour chacun des sites, donc 12 semaines d'échantillonnage au total. Et les échantillons de bois sont maintenant sous analyse. Donc, ça, c'est l'empilement des billes qu'on a prélevées pour un des sites qui sont maintenant sous analyse. Donc, je pense qu'une des forces du projet, c'est l'analyse très, très détaillée qu'on va faire des arbres, non seulement de chaque bille, mais aussi du bois scié pour évaluer la rigidité et la densité du bois. Pour l'épinette de Sitka, ce qui a été déterminé comme étant le critère le plus important pour raccourcir le temps de révolution, c'est la rigidité du bois. Donc, c'est un des critères sur lesquels on met le plus d'emphase. Maintenant, le 3e volet du projet, on s'intéresse à la résistance contre le charançon. Alors ici, c'est un contexte un petit peu particulier que je vais vous expliquer. L'épinette de Sitka est une espèce introduite au Royaume-Uni. Dans son aire de distribution naturelle sur la côte ouest du Canada et des États-Unis, c'est une espèce qui est extrêmement affectée par le charançon du pin blanc. Le charançon du pin blanc va s'attaquer à l'arbre près de son sommet et va pondre les œufs sous l'écorce. Les larves vont se développer et en résulte une mortalité de la tête de l'arbre. L'arbre n'est jamais tué ou à peu près jamais tué, mais l'arbre va être très sévèrement déformé parce que ce phénomène se produit généralement chez les arbres dans le premier tiers de leur vie, donc jusqu'à peut-être une dizaine de mètres. Et ce qui en résulte, c'est que suite à l'attaque, il y a une des branches ou même plusieurs des branches qui vont devenir l'apex de l'arbre et la conséquence, c'est qu'il y a une déformation majeure de la bille et perte presque totale de sa valeur économique. Donc, le reboisement de l'épinette de Sitka au Canada a été réduit à un niveau extrêmement minimal à cause de ce problème. Par contre, il y a eu un grand nombre d'études qui ont mis en évidence des mécanismes de résistance naturelle contre ce charançon. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est établir un comparatif entre la situation nord-américaine et la situation européenne. En Europe, on n'a pas cette espèce, on n'a pas ce problème, mais on a la même espèce d'arbre. Par contre, on a un charançon européen, donc une espèce différente de charançon, et ce charançon va s'attaquer aux jeunes arbres peu après leur plantation. Et il y a beaucoup moins de connaissances sur la résistance, mais les connaissances préliminaires qui existent suggèrent que certains des caractères qui donnent la résistance chez l'épinette de Sitka contre le charançon du pin blanc pourraient aussi s'appliquer dans le contexte ici. Donc, je vais expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il en est de la résistance. Donc, la résistance génétique naturelle a été mise en évidence chez l'épinette de Sitka et
plusieurs études ont démontré que cette résistance était d'origine génétique, qu'on pouvait faire des croisements et par le biais de sélection d'arbres résistants et de croisements entre ces arbres résistants, on pouvait réduire le niveau d'attaque à 20% comparé à 90% chez des croisements entre arbres susceptibles. Donc, le contrôle génétique est très fort. Ce qu'on regarde chez ces arbres, donc, pour déterminer le niveau de dommages causés par les insectes, c'est qu'on observe que au début, pendant la saison de croissance, il y a un flétrissement de la flèche terminale, des branches près de la flèche terminale qui vont éventuellement mourir parce que les insectes se développent à l'intérieur de la tige. Donc, c'est ici, dans la pousse de l'année précédente, que tout se passe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des études assez exhaustives ont été réalisées en examinant un très grand nombre de provenances de la côte ouest, donc du Canada et des États-Unis. Et il a été démontré que les génotypes résistants se retrouvaient dans certaines provenances. Donc, dans le sud de la Colombie-Britannique et vers le centre de la Colombie-Britannique sont les provenances où on retrouve des génotypes naturellement résistants. Et dans toutes les autres provenances, on a tendance à trouver uniquement des génotypes susceptibles ou principalement des génotypes susceptibles. Et c'est très important pour l'amélioration génétique au Royaume-Uni parce que la population d'amélioration génétique en Grande-Bretagne provient presque exclusivement de cette région, les îles de la Reine Charlotte, une région qui est reconnue comme étant très pauvre en génotypes résistants. Donc, immédiatement, on voit qu'il y a un enjeu pour l'amélioration génétique en Grande-Bretagne. Premièrement, si le charançon du pin blanc arrivait au Royaume-Uni, ça pourrait être dévastateur. Deuxièmement, est-ce qu'on pourrait utiliser cette connaissance sur la résistance naturelle contre le charançon du pin blanc pour ouvrir des opportunités pour la résistance contre les charançons qui sont présents en Europe? D'ailleurs, le charançon qui affecte l'épinette de Sitka au Royaume-Uni est aussi présent ailleurs en Europe et affecte d'autres conifères en Europe. Donc, c'est un problème très significatif. Les mécanismes de résistance ont été étudiés, notamment dans l'équipe de York Bowman à UBC. Un des mécanismes de résistance qui a été mis en lumière, c'est la présence de ce qu'on appelle en anglais de stone cells ou de sclérites en français. Et on peut les voir ici par coloration. Donc, à gauche, vous avez une coupe microscopique dans un arbre résistant et à droite, une coupe chez un arbre susceptible. Et c'est la coloration en rouge qui révèle la présence des sclérites qui sont beaucoup plus abondants dans l'arbre résistant que dans l'arbre susceptible. Et c'est un des caractères vraiment dominants. Donc, cet échantillon vient de cette région au sommet de la pousse apicale de l'année précédente. C'est là que la femelle adulte va aller pondre ses œufs. Donc, c'est dans cette région qu'on observe l'accumulation de stone cells ou de sclérites en français chez les arbres résistants. Et les études ont aussi observé différents phénomènes tout le long de la pousse de l'année précédente. Donc, il y a aussi l'accumulation de composés métaboliques comme des terpènes qui constituent une défense chimique contre l'insecte. Il y a aussi une abondance de canaux résinifères qui font en sorte que ces composés chimiques sont présents en plus ou moins en grande quantité. Donc, dans notre projet, lorsqu'on a fait l'échantillonnage des arbres, on a prélevé des échantillons à cet endroit dans l'arbre pour nous permettre de faire différentes analyses
soit chimiques, soit microscopiques, ou aussi au niveau de l'expression des gènes. Donc, si je résume, ce qu'on est en train d'analyser, donc la présence des stone cells, la présence de métaboliques, donc mono et diterpènes, l'abondance des canaux résinifères et l'expression génique des gènes qui sont associés à la production des résines, des terpènes et des sclérites. Donc, c'est une problématique qui est intéressante parce qu'on pense à une espèce qui a été introduite et qui est confrontée à des insectes ravageurs qui sont différents de son aire de distribution naturelle. Donc, la question, c'est à savoir dans quelle mesure les mécanismes qui sont apparus dans un contexte de coévolution avec un autre naturel vont avoir un rôle ou un impact dans une situation où l'espèce devient exotique et est exposée à des insectes qui ne sont pas qui n'ont pas eu de coévolution avec l'espèce. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est rapidement vous parler un tout petit peu de nos interactions avec les partenaires industriels. Donc les partenaires qui supportent notre projet sont indiqués ici. C'est un contexte qui est différent du contexte canadien ou québécois. On a des partenaires industriels tout le long de la chaîne de valeur. Donc, de la compagnie semencière jusqu'à la scierie, en passant par une coopérative d'amélioration génétique, une pépinière forestière et une compagnie de gestion des forêts. Tous ces intervenants savent très bien que la performance de leur secteur dépend des plantations d'épinettes de Sitka et la performance de ces plantations dépend en grande partie de l'amélioration génétique avec évidemment une sylviculture adaptée et appropriée. Donc, c'est assez facile de vendre l'idée qu'investir dans un projet de recherche en sélection génomique peut rapporter au secteur. Je pense que c'est beaucoup plus simple dans ce contexte que dans le contexte ici. Et c'est le premier projet de ce type au Royaume-Uni qui est axé sur répondre à des besoins de l'industrie. Il y a beaucoup de recherches de très haut calibre au Royaume-Uni qui va même s'intéresser aux arbres, mais c'est souvent dans une perspective d'écologie ou de conservation et non pas de production. Donc, le regroupement des forestiers professionnels au Royaume-Uni ont publié un article sur notre projet à l'automne dernier pour marquer ce changement, ce développement vraiment important. Et on a un appui vraiment très, très solide de nos partenaires industriels. C'est vraiment rafraîchissant. On a aussi des politiciens qui s'intéressent aux activités. Donc, c'est un ministre du Parlement écossais qui est venu nous rencontrer pour en savoir plus sur notre projet avec Paul McLean, donc un des chercheurs du projet. Ici, c'est Steve Lee avec une ministre du Parlement du Pays de Galles qui aussi s'est intéressé au projet. Et ça, ici, ce sont les billes du projet qu'on est en train là, de traiter pour accumuler les données sur la densité du bois, sur la rigidité du bois. Donc, en résumé, notre projet a démarré il y a un peu moins d'1 an. On est en train de développer donc, cette plateforme de sélection génomique ou de génomique prédictive pour vraiment mettre tout ça en place pour l'épinette de Sitka et profiter des développements à l'international. Donc, évidemment, il y a une affinité évidente avec le projet Spruce Up ici à Laval et UBC à cause de l'emphase sur l'épinette. Et c'est sur ça qu'on mise présentement pour le développement de notre projet. Donc, on utilise des technologies, des méthodologies qui ont été développées ici à Québec. Pour réaliser
l'impact potentiel du projet, on a mis en place un comité aviseur sur les retombées avec nos partenaires industriels et on a 2 réunions avec eux par année. Ils nous en demandent plus, ils voudraient en avoir 3 ou 4. Ils sont vraiment friands de s'impliquer. Et une des façons dont ils s'impliquent, c'est qu'ils apportent du financement additionnel pour financer des projets de doctorat de type industriel. Donc, on a des projets un peu en spin-off là, qui se développent sur des thématiques comme, par exemple, la résistance à la sécheresse chez les conifères. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur ce projet. Je voulais vous donner un tout petit aperçu très, très rapide des autres projets que je mène aussi à Oxford. Donc, plusieurs projets en lien avec les stress biotiques et abiotiques. Donc, l'évolution de la tolérance à la sécheresse chez les conifères, dont je viens de vous parler avec le partenariat industriel. On s'intéresse à une maladie qu'on appelle ash dieback en français, donc en anglais. En français, ce serait le dépérissement du frêne, qui est un très gros problème en Europe. Donc, on travaille avec une équipe sur le rôle de la phénologie dans la résistance ou la tolérance contre cette maladie. On travaille aussi sur un autre problème qui est un pathogène qui s'appelle Phytophthora ramorum, qui est très présent en Amérique du Nord, qui est présent dans plusieurs parties du monde, mais c'est seulement au Royaume-Uni que ce pathogène s'attaque de façon significative à des conifères en plantation commerciale, de telle sorte que c'est devenu un enjeu économique assez important. Étant donné que c'est un pathogène sous quarantaine, toute plantation affectée par ce pathogène doit être abattue. Donc, pour les producteurs, il y a des pertes économiques. Donc, on est en train de regarder, en faisant une étude un peu fondamentale sur la dispersion de la maladie et sur les mécanismes de réponse, si on pourrait développer des approches pour l'amélioration génétique ou la sélection d'une certaine tolérance ou résistance. Et finalement, j'ai un projet qui a démarré ici, qu'on appelait le projet GENAC, qui développait des ressources sur les conifères forestiers, donc 7 espèces. Et avec un étudiant à Oxford, on a fait une analyse sur les gènes de résistance. Donc, je vais vous présenter une figure de ce travail. Donc, les espèces étudiées sont ici. Ce sont toutes des espèces présentes au Québec, plusieurs conifères appartenant à des genres et même une famille différente. Et on a fait donc une analyse d'un très, très grand nombre de séquences. Cette famille de gènes qu'on appelle les NBS-LRR, on en retrouve de 4 à 600 différents chez chacune de ces espèces. Donc, notre étude concerne plus de 3000 gènes. Et donc, on a fait une étude évolutive chez les conifères et on l'a étendue à l'ensemble des plantes terrestres. Et ce qu'on a pu mettre en évidence par notre analyse où on focalise sur les conifères, c'est que les conifères ont une diversité de gènes et de séquences de gènes dans cette famille qui est plus large, plus grande que ce que l'on retrouve chez les plantes à fleurs et les plantes plus primitives. Donc, les conifères auraient accumulé des formes de ces gènes qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce. Et cette observation nous a permis d'améliorer notre compréhension de l'évolution de cette famille de gènes et nous amène ensuite à proposer des études fonctionnelles sur ces gènes qui pourraient être importantes pour comprendre les mécanismes de résistance. Comme on travaille sur la résistance contre quelques maladies, ça peut apporter un éclairage additionnel. Donc, c'est du travail qui a été soumis pour publication. C'est simplement une illustration du travail qu'on fait en plus du travail sur la sélection génomique.
Maintenant, pour la dernière partie de ma présentation, je vais faire un virage à 180 pour vous parler de conservation génétique. Donc, le projet sur le palissandre qui se fait dans la région, donc en Asie du Sud-Est, et qui est financé par un programme qui s'appelle Darwin Initiative. Je vais expliquer un peu plus les visées de ce programme dans les diapositives qui vont venir. Par contre, ce que je voulais peut-être mentionner, donc le palissandre, c'est environ 200 espèces qui appartiennent au genre d'Albergia. C'est un genre, ce sont des espèces qu'on retrouve un peu partout dans les régions tropicales. Ce sont des arbres qui appartiennent aux légumineuses. Dans ce groupe, il y a des arbres, il y a aussi des lianes. Donc, quelques points sur le projet. Donc, Darwin Initiative, leur critère de financement, c'est conservation de la biodiversité et réduction de la pauvreté. Donc, vous voyez tout de suite qu'on est dans un projet multidisciplinaire. Et ce que je n'ai pas indiqué ici, c'est que le projet doit se faire en partenariat avec des pays en voie de développement. Donc, ça nous impose des critères et des objectifs très différents du contexte avec l'épinette, mais c'est très intéressant à cause de ça. Donc, le contexte pour nous, c'est la Convention internationale sur le commerce des espèces qui sont en danger, que ce soit des plantes ou des animaux. Et il s'avère que la valeur commerciale du bois de palissandre dépasse la valeur commerciale des défenses d'éléphants, des os de rhinocéros, des peaux de tigre. C'est un des groupes d'espèces qui va chercher la plus grande valeur commerciale, malgré le fait que leur exploitation est bannie dans tous les pays. Donc, c'est un enjeu vraiment important. On travaille donc sur la conservation in situ et ex situ. Ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est la conservation dans les forêts naturelles et aussi par l'établissement de conservatoires en plantation. On travaille avec des programmes de foresterie communautaire dans 4 pays, soit le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos. Donc, les partenaires sont des organisations gouvernementales dans ces pays, des communautés rurales et une organisation qui s'appelle Bioversity International. Bioversity International, c'est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion et gère des programmes de conservation des ressources génétiques chez les plantes et les arbres. Leur emphase principale, ce sont les plantes agronomiques, mais ils ont aussi un programme sur les arbres forestiers. Et donc, ils gèrent des réseaux dans différentes parties du monde, dont un réseau en Asie. Donc, le palissandre, c'est un bois qui est extrêmement prisé, extrêmement recherché pour produire des objets de grande valeur et donc a été utilisé beaucoup historiquement en ébénisterie, mais aussi pour produire des instruments de musique, des objets d'art. Et depuis une dizaine d'années, on a vu une recrudescence telle qu'illustrée ici, de l'exploitation de ces espèces pour le marché chinois. Donc ici, on présente les bois qui sont vendus sur le marché chinois. Donc à partir de 2008-2009, on voit une augmentation très rapide vers la Chine. Donc ces bois viennent de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, de Madagascar et d'autres régions d'Afrique.
un peu des exemples d'exploitation illégale et de saisie de bois dans ces différentes régions, donc du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam. Et donc, il y a un enjeu au niveau, disons, de sécurité et de commerce illégal. Le projet ne traite pas du commerce illégal, le projet traite de mesures de mitigation pour réduire les impacts négatifs de ce commerce illégal. Donc, une des approches que j'ai décidé de développer avec un étudiant au doctorat qui travaille avec moi sur ce projet. Oups, là je vois que les fontes n'ont pas suivi, donc c'est codé, c'est secret. En fait, mon étudiant qui travaille là-dessus est chinois, mais normalement tout se passe bien. Donc l'idée ici, c'est qu'on travaille avec, dans le projet, on travaille avec 3 espèces. Et ces 3 espèces appartiennent à un genre pantropical où il y a environ 200 espèces. Donc nous, on s'est donné comme objectif de développer une ressource génomique qui pourrait permettre le développement d'études de génétique des populations chez l'ensemble du genre. Donc, on va constituer une base de données en échantillonnant des espèces d'Albergia d'Amérique du Sud, de différentes parties d'Afrique et d'Asie. Et l'idée, c'est de constituer des connaissances, des séquences génomiques et transcriptomiques qui vont permettre d'accélérer les études, les analyses pour la mise en œuvre de programmes de conservation. Présentement, il y a du travail qui a été fait. On travaille généralement avec quelques marqueurs microsatellites. C'est lent à développer, c'est long pour réaliser les études. On a besoin, à mon avis, de méthodes beaucoup plus efficaces. Ce que je veux peut-être mentionner, c'est que le financement qui nous vient de l'initiative du Darwin, c'est surtout pour travailler avec les partenaires sur leur programme de conservation génétique. Mais j'ai saisi cette opportunité en ayant un étudiant qui est financé par un autre financement pour développer le volet génomique de façon plus exhaustive que nécessaire pour les fins du projet. Donc, en résumé, pour ce projet, on commence le mois prochain. On va travailler avec des communautés locales et des autorités locales. Évidemment, la porte d'entrée, ce sont les autorités locales qui ont déjà mis en place des programmes de foresterie communautaire. C'est avec eux qu'on travaille. On va soutenir le développement de leur programme de conservation génétique en aidant à développer des connaissances sur la génétique des populations et développer des opportunités pour des économies locales et des communautés. À titre d'exemple, par les programmes de conservation ex situ, il y a de la récolte et de la multiplication de matériel pour établir des plantations conservatoires. Mais en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec 1 à 2 communautés dans chacun des pays pour mettre en place des pépinières dans de petites communautés. Et ces gens vont produire du matériel, des plants, des boutures qui vont permettre du reboisement ou de la plantation d'enrichissement à petite échelle. Évidemment, on ne parle pas de plantation à grande échelle, mais l'idée, c'est que ça génère des emplois dans ces communautés et ça produit le matériel qui peut aider à régénérer l'espèce et à maintenir la biodiversité dans les forêts. Évidemment, pour bien réaliser cet objectif, on travaille avec des spécialistes au niveau de la chaîne des valeurs et aussi en sciences sociales qui vont avoir des interventions auprès des communautés et développer des connaissances en mettant en place les programmes.
Donc, je pense qu'il me reste tout simplement à vous mettre la liste des principaux partenaires que j'aimerais remercier pour ma présentation et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci. Bien, merci beaucoup, John, pour cette présentation très diversifiée. Et je voudrais inviter donc les gens à poser des questions. Et peut-être pour démarrer, j'en aurais peut-être une sur le dernier sujet pour ne pas briser le fil. Tu as parlé justement d'implication au niveau local, de pépinières, au niveau des communautés locales, tout ça pour tenter de rétablir l'espèce dans ces écosystèmes. Est-ce qu'une espèce comme ça pourrait être envisageable, selon ses taux de croissance, je ne sais pas trop, en termes de sylviculture, de la rétablir, mais dans un contexte de produire le bois d'une façon commerciale, comme une espèce de substantif à ce qu'on appelle la récolte illégale dans les forêts naturelles? Il y a différentes possibilités. Il y a déjà une des espèces d'Albergia qui est produite dans un contexte de plantation, d'Albergia sisu, surtout en Inde. Donc, ça peut permettre de rencontrer un certain besoin. C'est peut-être pas l'espèce qui produit le bois à plus grande valeur, mais c'est une espèce qui est relativement facile à cultiver. Maintenant, par le biais des plantations d'enrichissement, je pense que, étant donné que ce sont des arbres qui ont une très, très grande valeur, même si on fait un enrichissement qui implante moins de 10% ou même moins que 5% de ces arbres dans une forêt, ça peut être assez pour amener une valeur commerciale dans des forêts, oui. D'accord. Je sais qu'il y en a ici dans la salle, pour ne pas les nommer, Damas, qui a déjà travaillé sur les légumineuses, mais c'était plus les acacias, là, dans un dessin différent, mais avec des programmes de plantation de pépinières communautaires aussi en Afrique, là, concernant du reboisement, de la reforestation. Et je pense que c'est important qu'on aide les pays en voie de développement d'avoir ces collaborations-là, nord-sud, si on veut, ou est-ouest. Et effectivement, je pense que c'est un très beau projet. Est-ce qu'il y a des questions sur des aspects génomiques, des aspects plus Angleterre, si on veut, ou sur le dernier projet dont John vient de nous parler? Parce que moi, j'ai plusieurs questions, mais je ne veux pas non plus trop occuper. Oui, Alexis. John, c'est très, très avancé ce que vous faites en caractérisation, en cartographie. Puis, je me demandais, est-ce que, puis on a vu tous les détails que j'ai pris sur vos deux sites, en Écosse et au Pays de Galles, est-ce que vous utilisez aussi dans l'évaluation des traits, des dernières technologies, comme par exemple le lidar terrestre pour calculer la sinuosité? On pourrait penser même au CT scanner pour aller voir comme il faut l'évolution de la croissance en hauteur. Alors, dans le cadre du projet, on voulait utiliser le lidar pour évaluer la forme des arbres. On n'a pas pu accéder au matériel, donc on s'est rabattu sur une autre technique, là, plus photographique, si on veut. Mais c'est l'objectif, c'est d'implanter ces méthodes-là. Au niveau de la coopérative d'amélioration des conifères, il y a une grosse emphase qui est mise sur l'analyse par vélocité acoustique. Donc, toutes les sélections vont inclure cette approche-là pour évaluer les caractéristiques du bois. Donc, nous, dans notre projet, on n'a pas tellement de volet lidar, mais je sais que ça se développe. Ça se développe de façon quand même assez significative. Oui, Damas, oui. Merci John pour la présentation. Ma question, d'abord pour Yves. Oui.
Oui. Est-ce que vous avez, bon, on a choisi les Sitka, est-ce que c'est parce que dans l'université, dans les tests que j'ai posés, on a trouvé que les Sitka donnaient mieux que, par exemple, les Douglas Fir, parce que dans un pays comme l'Allemagne, les Douglas Fir ont une meilleure productivité. Oui. En termes de productivité, c'est Sitka ou c'est Douglas Fir? Et pourquoi on a finalement choisi Sitka? Est-ce que c'est parce que vous avez, bon, en tout cas, c'est pas les liens qu'il y a nécessairement avec Spruce ici, parce qu'on voit qu'il y a 50% de plantation. Oui. Donc, oui. Donc, la question, c'est pourquoi l'épinette de Sitka plutôt que d'autres conifères? Est-ce que d'autres conifères auraient des productivités plus intéressantes? L'épinette de Sitka performe bien sur une grande diversité de sites. Puis peut-être qu'Alexis pourrait rajouter aussi, parce qu'il a travaillé en Écosse plus que moi, mais les sites forestiers en Écosse sont souvent un peu marginaux, un peu limitants, et en termes de fertilité, en termes de profondeur de sol, en termes d'exposition. Donc, la Sitka semble se débrouiller sur une très, très grande diversité de sites. Sur les sites plus riches, avec des sols plus profonds, moins exposés, on va souvent tenter de diversifier, avec le sapin Douglas, entre autres, mais avec des pins aussi. C'est vraiment les conditions qui sont limitantes pour plusieurs espèces. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'épinette de Sitka est adaptée à des conditions très mouillées, très pluvieuses de la côte ouest nord-américaine. Et on retrouve à peu près ces mêmes conditions sur tout l'ouest du pays où la foresterie est la plus intensive. Donc, au Pays de Galles, dans le nord de l'Angleterre et en Écosse, c'est très pluvieux. L'épinette de Sitka pousse vraiment bien. Sur notre deuxième site, on était dans le sud-ouest de l'Écosse. Les arbres avaient 20 mètres à 20 ans. Donc, vraiment une très, très bonne croissance. Pour ces mêmes conditions, oui. Si on va sur des stations plus riches, le sapin Douglas performerait tout aussi bien. J'aurais juste une question complémentaire pendant qu'on est dans les priorités de reboisement en Angleterre ou dans le Royaume-Uni, qui est plus large. Quand on regarde historiquement, je ne sais pas moi, il y a 500 ans, je ne sais pas s'il y a des traces de ça dans les registres des rois ou des évêques, là. Mais est-ce qu'on avait une espèce d'épinette indigène comme la Norvège ou quelque chose comme ça qui existait sur ces territoires-là et qu'on pourrait aujourd'hui penser rétablir, ou il faut vraiment fonctionner vraiment beaucoup avec les exotiques, avec des espèces qui viennent... Il y a une espèce d'épinette indigène qui est disparue depuis longtemps. J'arrive pas à me rappeler le nom, mais c'est une espèce qui est relativement rare en Europe. Les Popicea morica, celle qu'on retrouve dans les Balkans? Ouais, je pense que oui. Ouais. Je pense que c'est Picea morica, parce qu'on retrouve, il semblerait qu'il la retrouve dans le pollen fossile. D'accord, OK. Mais... c'est intéressant parce que morica, c'est une cousine germaine plutôt de l'épinette noire que du groupe épinette blanche, épinette de Sitka qu'on connaît. Il y a un intérêt grandissant pour l'épinette de Norvège et il y a certains pépiniéristes qui poussent aussi même sur les hybrides de Sitka par blanche pour avoir une meilleure tolérance aux conditions un peu plus sèches. Plus continentales. Oui, plus continentales. Martin? Je voulais savoir, John, de quelle façon le transfert de la sélection génomique vers les utilisateurs est envisagé? Donc, la question de Martin, c'est au niveau du transfert de tous les résultats de sélection génomique, comment ça va se faire vers les utilisateurs? Oui. Donc, un des objectifs du projet, c'est vraiment de développer, le chemin pour permettre ce transfert. À l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que les
les différents intervenants qui sont autour de la table sont extrêmement intéressés, mais le consensus qui semble se dégager, c'est qu'eux ne voudraient pas le faire eux-mêmes, mais voudraient travailler soit avec un fournisseur de services, ou encore que la technologie soit transférée au service forestier de la Grande-Bretagne. Donc, il y a une organisation qui s'appelle Forest Research. C'est eux qui pilotent le programme d'amélioration génétique. C'est possible qu'ils puissent eux-mêmes acquérir la capacité, les technologies, mais ça reste à déterminer. On sait que les technologies évoluent. Ça devient de plus en plus accessible parce que finalement, ce que ça demande, c'est d'être capable de prélever des échantillons, de faire des extractions d'ADN. Puis souvent, toutes les étapes sont faites par des plateformes spécialisées qu'on peut trouver un peu partout. Mais c'est l'analyse des résultats qui est souvent le facteur limitant. Oui. Oui. Oui, oui. Peut-être une question complémentaire par rapport à ça qui me vient à l'esprit. Nous, au Canada, on a une grosse pression, et puis je pense qu'elle est bonne, là, et même au Québec, en foresterie, mais aussi dans les projets Spruce Up, Fast Track, d'arriver avec des démonstrations de bénéfices économiques assez précises qui vont vraiment venir convaincre les politiciens d'investir dans ces secteurs-là. Est-ce que au Royaume-Uni, les politiciens ont la même demande vis-à-vis des chercheurs ou dans le cas d'un projet comme Sitka, Spruce, que tu as d'arriver avec les démonstrations économiques des gains en productivité ou en raccourcissement des révolutions, en qualité du bois, par exemple? Pour le moment, c'est assez... tout ça est assez nouveau. Donc, on n'a pas eu encore là, de demande à ce niveau-là, mais je peux facilement anticiper que ça va venir. Donc, ça sera des occasions de collaboration. Oui. Absolument. Oui. Oui, Damas? Merci encore. Pour le palissandre, oui. la stratégie d'échantillonnage que vous avez, vu que vous avez l'Afrique de l'Est, peut-être le Kenya ou quels sont les pays que vous avez aussi vus là-bas, et pourquoi vous n'avez pas aussi ciblé Madagascar, qui est quand même limite si c'est pas l'Afrique? Oui, OK. Non, donc, la question sur la stratégie d'échantillonnage en Afrique, là, concernant le palissandre. Voilà. Oui. Donc, la stratégie d'échantillonnage que j'ai montrée, c'est vraiment pour aller chercher un certain nombre d'espèces qui sont représentatives du genre. Et ce que j'ai montré, ce sont les espèces qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant. Mais on veut avoir quelques espèces additionnelles, dont Madagascar. Oui, mais notre échantillon n'est pas guidé par la géographie, mais par la phylogénie. Ouais. Donc, on veut avoir une représentation de l'arbre phylogénétique. Ça ici, c'est pour créer une ressource génétique qui va nous permettre de faire des études dans différentes régions du monde. Donc, on est guidé plutôt par la phylogénie du genre. La stratégie d'échantillonnage pour les analyses de population, ça, évidemment, c'est autre chose parce qu'on est focalisé dans 4 pays de l'Asie du Sud-Est et l'échantillonnage va se faire conjointement avec le travail sur la conservation, les populations de conservation. Oui, Martin? Oui, la Sitka, c'est un exotique là-bas. C'est quoi l'ordre de grandeur des populations d'amélioration qu'ils ont? La question de Martin étant sur la taille effective de population des programmes d'amélioration. Oui. Donc, la population de base actuelle est autour de 4 à 500 arbres. Je n'ai pas le chiffre actuel, le chiffre exact. Moi, ce que je trouve, c'est que même s'il y a un grand nombre d'individus,
la base génétique est assez étroite. Ça vient d'une région géographique et je pense que ce serait vraiment judicieux de regarder à élargir un peu la base génétique et d'enrichir la population avec d'autres provenances. C'est une des raisons pour laquelle on fait le travail sur la résistance aux insectes, où on va comparer les individus de la population d'amélioration génétique à des provenances, à d'autres provenances. Donc ailleurs en Colombie-Britannique, en Oregon, dans l'État de Washington, pour évaluer la diversité phénotypique. En lien avec ça, et je ne veux pas en remettre, mais Oui. tu as fait une observation intéressante à propos de résistance naturelle aux charançons dans Oui. certaines provenances de Oui. Sitka. Est-ce que c'est par rapport aux charançons présents en Colombie-Britannique ou par rapport aux charançons européens, cette résistance-là? C'est par rapport au charançon du pin blanc qui est présent en Colombie-Britannique. D'accord. Donc, on ne sait pas si ces provenances-là seraient résistantes aux charançons européens. Exactement. OK. Est-ce qu'il est prévu de faire des tests? Oui, c'est-à-dire que un des financements pour un doctorat industriel que j'ai présentement, c'est justement de développer ce volet-là D'accord. pour le charançon européen. Donc, de faire des analyses avec le charançon européen. Évidemment, on ne peut pas travailler avec le charançon du pin blanc au Royaume-Uni parce que ce serait trop risqué d'introduire un insecte ravageur vraiment potentiellement très, très dommageable. Donc, on doit se rabattre sur d'autres approches, soit regarder les caractères de résistance ou encore commencer à regarder la résistance contre le charançon indigène. Sébastien? Oui, je me demandais si, comme tu as vu les deux contextes ici et au Canada, est-ce qu'il y a des différences en termes d'acceptabilité sociale de tout ce qui est genome engineering, génomique? Donc, la question, Sébastien, est au niveau de l'acceptabilité sociale au Royaume-Uni, de la génomique, mais aussi de peut-être les OGM, Genetic Engineering. Oui. Donc, ta question est à deux volets, je comprends. Oui. Bon, il y a plusieurs éléments à ça. L'amélioration génétique, en général, c'est très bien accepté. C'est un pays qui a un historique agricole assez riche, avec l'amélioration génétique qui joue un rôle important. La population, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, accepte bien l'idée de faire de l'amélioration génétique. Les OGM, c'est très mal perçu en général, très peu accepté. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont vraiment intéressants. Donc, vous vous souvenez de la courbe où j'ai montré que la plantation d'arbres de conifères avait augmenté de façon très rapide au 20e siècle et que 50% des plantations étaient de la Sitka. Donc, il y a vraiment une relation d'amour-haine avec la Sitka au Royaume-Uni. Il y a des groupes environnementalistes pour qui l'épinette de Sitka, c'est une plague à éliminer, alors que les industriels, eux, disent, nous, la Sitka, c'est la croissance et la survie de notre industrie. Fait qu'il y a un peu là un conflit. On travaille pour aider à faire comprendre que la Sitka, c'est une culture, alors que les environnementalistes essaient de dire, c'est pas la forêt qu'on veut. Donc, c'est plus là qu'est le débat quotidien. Je reviens sur cette question-là parce que je sais qu'en Allemagne aussi, en Belgique, ce sont des préoccupations. Je connais bien ce coin-là, de par ma vie personnelle. Mais est-ce qu'il y a des stratégies de déploiement de ces plantations-là dans le paysage où, par exemple, on va tenter de mélanger les espèces pour créer un paysage finalement agroforestier intéressant? Et est-ce que ces forêts-là sont ouvertes au public pour la marche, pour la récréation? Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont faits dans ce sens-là? Même si je comprends que ce n'est pas des forêts naturelles que vous réétablissez, mais des plantations sur 30-40 ans.
Les blocs sont souvent petits et dans certaines régions, comme au Pays de Galles, on voit vraiment une mosaïque de plusieurs espèces qui sont plantées côte à côte. Il y a aussi ça dépend des endroits. Des fois, c'est vraiment criant. On peut imaginer un paysage où tout a été déboisé, puis tout à coup, on a un bloc rectangulaire d'épinettes de Sitka. Là, ça choque. En Écosse, les gens sont très attachés à le pâturage des moutons sur le sommet des montagnes. Donc, quand on reboise en montagne, pour eux, c'est détruire leur paysage, leur patrimoine. Alors que pour moi, une montagne dénudée, c'est triste. Pour eux, c'est ce qu'ils veulent. Donc, il y a toutes sortes de perceptions comme ça. Une des choses qui est intéressante au Royaume-Uni, c'est que sur tout terrain privé, il y a des chemins et des droits de passage pour les piétons. Donc, on peut vraiment circuler souvent dans les forêts, un peu partout, peut-être en bordure d'un boisé. Il y a des efforts qui sont faits aussi pour mettre des espèces qui sont peut-être plus esthétiquement intéressantes autour des plantations. Et il y a une tendance à convertir un certain nombre de plantations en foresterie d'un autre type. Donc, une foresterie qui va s'appuyer plus sur une régénération naturelle et donc l'introduction d'une certaine biodiversité. Donc, même certaines plantations qui avaient été faites sont maintenant converties plus en forêt plus mélangée avec des aspects plus de biodiversité, récréation. Donc, il y a un équilibre qui est en train de se faire, mais malgré tout, pour l'industrie, la plantation d'épinettes de Sitka, c'est vraiment leur ressource primaire. Une des statistiques que je donne parfois, c'est qu'au Royaume-Uni, l'épinette de Sitka, c'est la 3e culture en importance après le blé et l'orge. Donc, c'est vraiment significatif pour l'ensemble du pays. Ça m'a surpris quand même, en fonction du climat, qui est relativement moins rigoureux qu'ici, qu'il n'y ait pas plus de plantations de feuillus que ça. Peut-être pas pour des fins industrielles, mais pour des fins de paysagères, de biodiversité. Ça m'a surpris qu'il n'y en ait pas beaucoup plus que ça. Il y a de la plantation de feuillus, mais comme on sait, la plantation de feuillus, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc, il y en a, mais à plus petite échelle. Il y a aussi un programme, ce n'est pas une coopérative, mais c'est un organisme à but non lucratif qui gère et coordonne l'amélioration génétique des feuillus. Avec le chêne, les bouleaux, le cerisier, le hêtre, le frêne, plusieurs espèces. Ils n'ont pas la grille là-bas? Pas encore la grille, mais ils ont d'autres maladies sur le frêne. Là encore, c'est un contexte assez particulier. Je pourrais vous parler, entre autres, des chênes au Royaume-Uni. Là, il y a toute une culture autour des forêts. Ils sont très attachés aux taillis sous futaie. Donc, c'est d'un point de vue culturel, les taillis sous futaie, c'est très, très présent. Donc, ça ne favorise pas la production de billes de qualité, malheureusement. Parce que le taillis va donner des bois de petit diamètre et les arbres qui sont, les grands arbres qui sont souvent des chênes qui poussent au travers des taillis ont souvent des billes très courtes, de très, très grosses branches, des cimes très larges. Donc, ce n'est pas des arbres qui ont des caractéristiques sylvicoles ou économiques intéressantes, mais c'est ce qui est favorisé historiquement. Donc, quand on parle de biodiversité en forêt, c'est souvent ce type de scénario-là qu'on envisage. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait pour améliorer la sylviculture des feuillus, encourager la plantation de feuillus, éduquer la population, les forestiers. Donc, il y a une mouvance de ce côté-là aussi. Mais en termes économiques, 90% des produits forestiers
de la valeur des produits forestiers vient des plantations résineuses. C'est beau. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie en particulier John d'avoir été ici ce matin avec nous autres, puis d'avoir fait un intéressant tour d'horizon vraiment international, comme on dit. Et sinon, est-ce que je pense pas qu'on va avoir des conférenciers durant les vacances, mais on vous reconvie sûrement, en tout cas en septembre, là, pour la prochaine cuvée de conférenciers invités du CEF. Alors, merci beaucoup à tous. Merci, John.